Voilà, je l'annonçais tantôt, les membres de la Cour constitutionnelle et ceux des parquets près de la Cour constitutionnelle seront investis ce samedi 4 avril 2015 au Palais du Peuple par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Plusieurs personnalités prendront part à cette grande cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'appareil judiciaire congolais. Dans ce commentaire, Richard Chako propose les compétences et la composition de cette haute cour. Suivez. La mise en place de la Cour constitutionnelle s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'appareil judiciaire congolais et elle remplace de ce fait la Cour suprême de justice appelée à disparaître au terme de l'article 157 de la Constitution de la République. Cette haute cour est le juge de la constitutionnalité de loi, des actes et en force des lois, des édits et des règlements intérieurs des chambres parlementaires. Elle reçoit des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétences entre les pouvoirs législatifs et exécutifs. Dans ses compétences, la Cour constitutionnelle est également la juridiction pénale du président de la République et du Premier ministre. En matière électorale, la Cour constitutionnelle a la compétence d'enregistrer les recours et trancher par ses arrêts les contentieux électoraux. Dans sa composition, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres, dont 3 désignés par le Parlement, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature et 3 par le chef de l'État. Leur mandat est de 9 ans renouvelable. Parmi les membres qui la composent, il y a par exemple Vundwa Wetepe Mako, Jean-Louis Essambo, Bania Koulouapé, Luamba Bindou, pour ne citer que ceux-là. On va rester dans ce secteur de la justice initialement prévu le 15 mars dernier. C'est le jeudi 16 avril 2015 que la Cour pénale internationale va se prononcer dans le procès Jean-Pierre Bemba. Mais pourquoi la CPI avait-elle reporté son verdict? Tentative de réponse dans ce récit de Krioni Kibungu. Enfin, le bout du tunnel est trouvé pour le sénateur Jean-Pierre Bemba, scande son entourage. Sa famille et ses membres du parti ne voient comment le président du MLC peut encore rester en prison après que la défense ait taillé en pièces les réquisitions du procureur. Pour ce proche, sa libération est acquise et imminente. La Cour pénale internationale se prononcera le jeudi 16 avril 2015 dans ce procès. Pour rappel, le verdict de ce procès aurait dû intervenir mi-mars passé. Arrivé à cette date, la CPI avait sollicité un renvoi de 4 semaines. D'après le journal Congo News qui a enquêté sur les raisons de ce report, la CPI voudrait que Bemba prenne un engagement écrit dans lequel il renonce à des dommages et intérêts qu'il pourrait bien réclamer au juge de la Cour pour arrestation et détention illégale. Ces réclamations pouvaient se chiffrer en termes de millions de dollars. L'enquête de Congo News indique que Bemba aurait refusé tout accord avec la CPI. Ces négociations secrètes justifient la raison du report du verdict prévu le 15 mars selon les conclusions de Congo News. Entre-temps, ses partisans s'impatientent de le revoir parmi eux, un atout certain avant d'affronter les élections générales. Parlons économie à présent. Les membres du groupe thématique gouvernance économique ont tenu ce vendredi leur première réunion trimestrielle pour l'année 2015. Ensemble, ils ont passé en revue plusieurs secteurs qui relèvent de la gouvernance économique. Il s'agit entre autres du secteur des ressources naturelles, de l'environnement, des finances publiques et de l'aménagement du territoire. Tour à tour, suivez le propos du ministre des Finances et du directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo. On a passé en revue toute une série de mesures qui ont été arrêtées depuis la réunion de la fois dernière. Et ce passage en revue a touché plusieurs secteurs à la fois qui relèvent du domaine de gouvernance économique, le secteur des ressources naturelles, le secteur de l'environnement, le secteur des finances publiques, le secteur de l'aménagement du territoire. Et ces réunions, nous les tenons avec les différents ministres concernés, avec la Fédération des entreprises du Congo, au nom du secteur privé, mais aussi avec les partenaires au développement qui nous accompagnent dans différents projets spécifiques. Il est important quand même d'identifier les réformes en profondeur qui doivent être mises en œuvre pour accompagner le développement économique et social de la RDC.
parce que très souvent nous parlons beaucoup des investissements en infrastructure ou bien des infrastructures, des investissements au niveau social. Mais ces investissements doivent être accompagnés de réformes. Ce sont ces réformes, effectivement, qui vont permettre le décollage du pays. Donc là, nous avons discuté effectivement de questions transversales, qu'il s'agisse des énergies extractives, qu'il s'agisse de la gestion des entreprises publiques ou des questions environnementales. Et sachez que les travaux d'amélioration de l'aéroport de Goma seront bientôt effectifs. La signature de l'accord de ce projet a été faite ce jeudi entre le ministre en charge des Finances en République démocratique du Congo et le directeur de la Banque mondiale. Reportage Léontine Kazamwali et Esther Mpezo. Alloué par la Banque mondiale, 52 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée par la Banque mondiale au gouvernement de la RD Congo. Ce montant est destiné à l'amélioration de l'aéroport de Goma au Nord Kivu. La signature de l'accord de ce projet a été faite le jeudi entre le ministre en charge des Finances en RDC, Henri Moulang, et le directeur des opérations de groupe de la Banque mondiale en RDC, Amadou Moustapha Diam. Henri Moulang donne ici le pourquoi de cet accord. La remise en état de l'aéroport de Goma aux standards aéroportuaires internationaux rentre également dans le cadre du programme de transport multimodal, le PTM du gouvernement, et fait partie des grands projets intégrateurs financés dans cette partie de l'Afrique et destinés à assurer la mobilité des biens et des personnes. Il y a aussi les axes transfrontaliers financés dans le cadre de la CEPGL par l'Union européenne qui relieront les villes de Goma, Kigali, Bujumbura et Bukavu, ainsi que l'axe frontalier allant de Kalemi en passant par Uvira, Bukavu, Goma, Rutshuru, Butembo, Beni, Kasindi, actuellement couvert une fois de plus par le financement de la Banque mondiale. Ce don va consister essentiellement à la réhabilitation de l'extension de l'aire de stationnement des avions, de systèmes électriques, de l'installation d'une nouvelle tour de contrôle mobile, pour ne citer que cela. Nous allons travailler ensemble effectivement pour une mise en œuvre rapide du projet et pour commencer les décaissements et le financement des activités sur le terrain. Une autre signature est celle du directeur général intérimaire de la RVA, principal bénéficiaire de ce fonds, et le représentant de la Banque mondiale en RDC pour la mise en œuvre de ce projet. Aéronautique toujours, le transport aérien en République démocratique du Congo totalise 90 ans. Ce 3 avril rappelle l'atterrissage à l'aéroport d'Ndolo il y a 90 ans du tout premier vol international ayant assuré la liaison Bruxelles-Léopoldville. Depuis, le temps a été donné sur le transport aérien avec l'expansion d'autres aéroports, mais qu'est devenu l'aéroport qui a reçu ce tout premier exploit historique de l'aéronautique civile congolaise. Georges Bakabakangese nous en fait le point dans ce reportage. Inscrit dans le lot des chantiers des bases initiés par les colons en vue de l'exploitation du Congo belge, l'aéroport d'Ndolo a été construit depuis 1924. Mais la date du 3 avril 1925 reste mémorable du fait du tout premier atterrissage d'un avion sur cet aéroport. Ce vol inaugural de l'avion dénommé Princesse Marie-Josée a assuré la liaison Bruxelles-Léopoldville en 75 heures de vol. Un exploit à la fois héroïque et historique qui a ouvert la voie à l'exploitation aérienne au Congo belge. À l'émergence des lignes aériennes multiples s'est ajoutée la construction d'autres aéroports, aérodromes et pistes d'atterrissage dans d'autres coins du pays. L'aéroport d'Ndolo, qui a connu des décennies de gloire entre 1925 et 1955, en pleine période coloniale, a continué à contribuer au maintien du trafic aérien au Congo-Kinshasa, malgré la construction du nouvel aéroport international d'Ndjili depuis 1954. Situé entre les avenues Aérodrome, Funa et Ex-Bokassa, au quartier Ndolo dans la commune de Barumbu, l'aéroport d'Ndolo s'étend sur 1600 mètres, décalé de 300 mètres et sur une largeur de 30 mètres. L'ex-marché Tipka occupe les 700 autres mètres qui devraient servir de prolongement à l'aéroport d'Ndolo. L'envahissement des environs de cet aéroport par des marchés pirates fait partie des goulots d'étranglement auxquels fait face le commandement de ce site. Même s'il abrite quelques infrastructures et éléments de forces aériennes, Ndolo reste un aéroport civil. L'ancien aéroport international est aujourd'hui un aéroport national ouvert au trafic commercial
et faisant partie des 54 aéroports et pistes d'atterrissage que compte la RDC. L'aéroport d'Endolo, qui a été fermé en 1996 au lendemain du crash du marché Tipka, a été réouvert 8 ans plus tard. Des mesures efficaces ont été prises depuis pour prévenir les accidents et éviter des catastrophes. La fixation d'un sens unique pour les décollages d'une part et pour les atterrissages d'autre part, la limitation du tonnage des avions et le déguerpissement des marchés avoisinant l'aéroport, autant de dispositions préventives salutaires. Dans le contexte de la rénovation, l'aéroport d'Endolo sera réhabilité et ses équipements de navigation restaurés conformément aux études de faisabilité liées au projet prioritaire de sécurité aérienne. Et qui peut y répondre? Quels sont les impôts et taxes que les Congolais ainsi que les étrangers habitant la République démocratique du Congo sont censés payer sur le plan national? Quelles en sont les modalités de paiement? Autant de questions qui préoccupent le commun de mortels congolais. Fidèle David Louzo Lokubanza nous présente dans ce dossier les grandes taxes de la RDC ainsi que quelques-unes de leurs caractéristiques. Suivez. Service public déconcentré au sein du ministère des Finances, la Direction générale des impôts a reçu mandat d'exercer dans les cadres de lois et règlements en vigueur toutes les missions et prérogatives en matière fiscale relevant du pouvoir central. Des missions relatives à l'assiette, au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. Au nombre d'impôts gérés par la DGI, on cite l'impôt cédulaire sur les revenus des capitaux mobiliers ou impôt mobilier, l'impôt cédulaire sur les revenus professionnels ou impôt sur les bénéfices et profits, l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée. Ces différents impôts majeurs peuvent être classés en deux groupes. Le premier, le groupe d'impôts pas très connu ou vulgarisé. Ici, on peut citer l'impôt mobilier, l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt professionnel sur les rémunérations, l'impôt personnel minimum pour expatriés et l'impôt sur les rémunérations du personnel expatrié. Le deuxième groupe est composé de l'impôt sur les bénéfices et profits et la taxe sur la valeur ajoutée sortie des cendres de l'impôt sur les chiffres d'affaires. L'ASBEL, qui emploie un personnel, est tenu de retenir à la source l'IPR et les reverser au plus tard le 10e jour du mois qui suit celui du paiement et de la mise à la disposition des rémunérations à leurs bénéficiaires. L'IPR est calculé sur les rémunérations nettes des avantages admis en déduction, allocation familiale, avantages en nature concernant les logements, le transport, les frais médicaux, pour autant que leur montant ne présente pas un caractère exagéré. De son côté, l'IR est calculé sur les montants bruts des rémunérations brutes. S'agissant des expatriés, les rémunérations déclarées ne peuvent être inférieures au SMIC des pays d'origine des concernés. Toutefois, les travailleurs originaires des pays limitrophes sont assimilés aux nationaux en matière d'imposition sur les rémunérations. L'IPR et l'IR sont déclarés et reversés par l'employeur. Si le taux de l'IPR est de 15% sur les rémunérations payées aux travailleurs occasionnels et de 10% pour les indemnités de fin de carrière, celui de l'IR est de 25%. Pour l'impôt sur les bénéfices et profits, il concerne les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises, des sièges modélisés et modernisés des directions provinciales et des centres d'impôt synthétiques. Ici, le paiement est effectué auprès des banques commerciales. L'IBP est payé par 3 catégories d'entreprises. D'abord, les micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 10 millions de francs congolais. Les petites entreprises, celles dont le chiffre d'affaires est compris entre 10 millions et 80 millions de francs congolais. Et en dernier lieu, les grandes entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires annuel est de plus de 80 millions de francs congolais. Son taux est de 35% pour les entreprises et de 14% pour des prestations des personnes physiques et morales non résidentes en RDC. La taxe sur la valeur ajoutée TVA est un impôt général sur la consommation calculé sur les chiffres d'affaires collectés pour les comptes de l'État
par des intermédiaires appelés assujettis. Il en est en réalité supporté par les consommateurs finaux. Son taux est de 16%. Il faut noter que d'autres impôts relèvent plutôt de la compétence de province et sont gérés par les administrations fiscales provinciales. Il s'agit entre autres de l'impôt foncier, de l'impôt sur les véhicules, l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt sur les concessions minières et d'hydrocarbures. Comme on peut donc les constater tous, du petit consommateur aux grandes entreprises en passant par les petits vendeurs et même les expatriés, tous sont censés payer leurs impôts pour donner à l'État des moyens de financer le développement de la République démocratique du Congo. Voilà, il faut maîtriser donc toute la typologie des impôts. Cap vers la province du Nord Kivu, levé de 2 journées ville morte à Rutshuru, les membres du Conseil provincial de sécurité s'engagent à faire de ce territoire un oasis de paix après plusieurs moments de déstabilisation par des bandits armés. Sous la conduite du vice-gouverneur de province, ils s'en sont rendus pour faire le diagnostic de la situation et témoigner à la population du coin à travers la société civile de l'attachement du gouvernement de la République. Marty Dacruz Olemba, notre correspondant, nous en parle. Satisfait des garanties faites par cette délégation du Conseil provincial de sécurité à la population de Rutshuru et aux usagers de la route Goma-Butembo qui seront désormais escortés par un militaire FARDC dans chaque véhicule sur ce tronçon, le président de la société civile du territoire de Rutshuru précise que des mesures sécuritaires ont été définies en faveur de ceux qui exercent les activités champêtres dans cette zone. Jean-Claude Mbambazé, qui s'est réjoui de l'objectif atteint au cours des 2 journées ville morte, dit attendre la matérialisation de toutes ces décisions afin de libérer Rutshuru de l'insécurité grandissante caractérisée par des kidnappings et du phénomène coupeur des routes. Tous les véhicules ici vont devoir sortir dans des axes sécurisés. On va mettre un militaire dans chaque véhicule pour sécuriser d'abord les passagers et que donc pour les gens qui vont dans les champs pour éviter de se faire kidnapper, ils vont déjà commencer la traque avec ces petits groupes armés. De son côté, le député national François Nzekouye Kabourabouza s'est dit également préoccupé par ces regains d'insécurité dans cette zone, jadis bastion d'une succession de rébellions qu'a connu la province Nord Kivu. L'élu de Rutshuru promet une pression du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour que ces actes ne demeurent pas impunis. Nous avons vécu dans notre chair les exactions récentes, notamment en ce qui concerne la mort du chef de groupement de Jomba. Nous estimons que c'est des choses qui doivent s'arrêter. Chaque mort de plus est une mort de trop. Donc il faudrait que cela cesse. Et personnellement, au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes en train de réfléchir sur les mécanismes pour pénaliser les crimes de traite des humains. Soulignons que la délégation du Conseil provincial de sécurité, diligentée à Rutshuru même par le gouverneur de province sous la conduite de son adjoint Maître Feller Lutaïchiwa, a bouclé son séjour de 24 heures dans cette partie du Nord Kivu après un examen minutieux de la situation avec les autorités locales ainsi que celles de la police et de l'armée. Marty Dacruz Olemba, Goma, RTGA. De retour à Kinshasa pour parler santé à présent, la campagne Toyebape Tomibatela, apprenons et protégeons-nous, s'est clôturée ce vendredi sur une bonne note. Les participantes ont été outillées sur les mesures préventives et de dépistage du cancer du col de l'utérus et celui du sein. L'objectif de la campagne était de former et de sensibiliser la femme et la jeune fille congolaise sur la lutte contre ces 2 cancers. Reportage Astrid Mbouy, Pédi Pereira. Après 2 jours de formation, de partage et d'ateliers en équipe, les femmes et jeunes filles congolaises, toutes catégories confondues, ont été édifiées sur le dépistage du cancer du sein et celui du col, mais aussi sur les mesures préventives consistant aussi à l'autopalpation. Moi, ça m'a appris beaucoup de choses, ce que j'ignorais avant. J'entendais parler du cancer, mais je ne savais pas comment d'abord dépister, comment d'abord connaître que soi-même on a le cancer. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment ignorantes. En tout cas, cet atelier m'a vraiment appris beaucoup de choses. Donc partant de comment connaître moi-même, mon corps, comment je peux faire les dépistages moi-même, et puis comment je peux, par moi, sensibiliser d'autres femmes à être regardantes vis-à-vis de leur propre corps. Les cancers du sein et du col de l'utérus, qui touchent près de 52% de femmes et jeunes filles congolaises, est un problème de santé publique qui ne doit pas passer inaperçu. Les 2 journées de campagne sur la sensibilisation et la formation de la Congolaise sont importantes pour combattre les préjugés et les fausses croyances sur les cancers du sein et du col en République démocratique du Congo, en incitant les femmes à se faire dépister.
l'objectif a été largement atteint parce qu'au-delà de l'information, on a vu que l'intérêt était double pour beaucoup de femmes parce que non seulement ils avaient besoin d'avoir l'information, mais d'autres se sont sentis concernés parce qu'ils ont dit soit leur mère, soit elles-mêmes présentaient déjà certains signes de cancer qui les inquiétaient au départ, mais ils ne savaient pas auprès de qui s'adresser. Le ministère de la Santé, appuyé par les Fonds des Nations Unies pour la population et les ONG œuvrant dans le secteur de la santé, font de la lutte contre les cancers du sein et du col un cheval de bataille en vue de garantir la santé de la reproduction de la population. En sport, en Champions League africaine de football, l'équipe de Sa Majesté Sangabalende de Mbujimaï joue son match retour des 16e de finale ce week-end à Kinshasa. Ce sera contre Cotton Sport de Garoua du Cameroun. Le président de Sangabalende, Alphonse Ngoïka Sanji, promet d'arracher la victoire et de se qualifier. Suivez-les dans ce propos recueilli par Jean-Hubert Bondo. Vous savez que notre équipe Sa Majesté Sangabalende va jouer son match qualificatif de 16e de finale. Donc c'est une première dans l'histoire de notre club. Nous devons y aller pour soutenir ce club afin de nous qualifier pour jouer pour la toute première fois le 8e de finale de la Champions League. Tout a été fait, les préparatifs se sont bien déroulés, les aspects techniques et autres. Nous allons aussi nous impliquer pour que réellement nous puissions arracher cette victoire. Au match aller, nous avons imposé les nuls. Chez nous, nous devons tout donner jusqu'à la dernière énergie pour arracher cette victoire. Je dis bien arracher. Et puis, fidèle à sa tradition, la SONAS a indemnisé 146 dossiers des sinistrés. L'opération s'est déroulée dans le cadre de l'opération communément appelée Jeudi sinistre à la 7e rue Limité. Reportage Martin Moudimbi et Krioni Kibungu. La SONAS n'a pas dérogé à la règle. L'opération hebdomadaire d'indemnisation des victimes s'est déroulée comme il est de coutume à la 7e rue Limité. Pour cette semaine, 146 dossiers ont été traités et payés à la grande satisfaction des sinistrés. On appelle ça assurance. L'assurance est une sécurité. On comprend la valeur de l'assurance lorsque survient le sinistre. Donc c'est lorsque survient le sinistre. À ce niveau-là, on comprend ce que c'est la valeur de l'assurance. Bon, ceux qui hésitent, n'est-ce pas? D'abord, premièrement, c'est d'abord une raison légale pour toute personne de pouvoir s'assurer, notamment automobile. Mais bien que la SONAS ouvre ses portes à plusieurs gammes de produits. Mais néanmoins, l'assurance, c'est une obligation dans notre pays. Et la SONAS en a le monopole conformément à la loi. Bon, jusque-là, bien sûr, en attendant la libéralisation. Mais néanmoins, ceux qui n'ont pas encore assuré leur véhicule, ils peuvent avoir confiance à la SONAS. Par cet acte, la SONAS, co-dirige de main de maître Carole Aguito, vient de prouver une fois de plus qu'elle reste leader en matière d'assurance, d'où l'appel est donc lancé à ceux qui hésitent de venir souscrire à une police d'assurance à la SONAS qui a déjà fait ses preuves dans ce domaine avec des résultats probants. Je l'ai annoncé dans le sommaire, c'est sous le soleil ardent que les chrétiens catholiques ont commémoré ce vendredi 3 avril la souffrance de Jésus-Christ à travers les artères de la ville de Kinshasa. À Gombe, les fidèles de la paroisse Sainte-Anne ont marché au rythme des chants et adorations. Suivez le reportage de Moussa Chirala et Pamphile Papadou. Les chrétiens catholiques se souviennent de la souffrance de Jésus-Christ à ce jour du vendredi saint. À Kinshasa, les fidèles de la paroisse Sainte-Anne de la commune de la Gombe ont parcouru 14 stations en référence de la pénitence du Christ. Sous les chants et adorations, ceux chrétiens ont marché sous le soleil ardent en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Le cœur blessé par le chagrin, ne craignez pas pour votre corps, ne craignez pas devant la mort. Sous les airs de la chanson « Ne craignez pas », le curé responsable de la paroisse catholique Sainte-Anne a appelé les fidèles à prier pour ceux qui souffrent à travers le monde. Beaucoup sont condamnés injustement. Des milliers de personnes versent leur sang à cause de guerres,
dont ils ignorent les raisons profondes. Jésus-Christ a souffert pour nous chrétiens afin que la souffrance n'existe plus. Il s'est fait pécheur pour que le péché n'existe plus. Voilà comment ces fidèles pensent de l'action du Christ. Les jours où on commémore la mort de Jésus-Christ, et c'est cette mort qui a scellé la fin de la mort. La mort a été vaincue et c'est ce que représente pour nous le vendredi saint. Jésus-Christ a souffert à cause de nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, il s'est fait lui-même pécher pour que nous soyons libérés, comme on vous a dit tout à l'heure. Et c'est Jésus-Christ qui a pris notre condamnation. Normalement, le salaire du péché, c'est la mort. Et lui est mort justement. Il a payé le prix que nous devrions payer parce que nous avons péché. Nous qui devrions être condamnés à mort, lui a été condamné à mort à notre place. Cette passion du Christ, c'est une mémoire pour nous. On prend ça, on fait le marché, ils sont fumés de la croix. Oui, avant c'est un vendredi saint, tous les chrétiens du monde, j'aimerais que tout le monde aussi participe, que tout le monde aussi ensemble avec nous. Voilà, avant d'entamer la deuxième partie de ce journal télévisé, le rappel de principaux titres. Ils vont prêter serment ce samedi au Palais du Peuple devant le chef de l'État Joseph Kabila, les 9 membres de la Cour constitutionnelle et ceux du parquet près la Cour constitutionnelle. Désignés respectivement par le Parlement, le gouvernement et le président de la République, ils auront la charge de contrôler de la constitutionnalité des lois et actes ayant force de loi conformément à la Constitution. Et puis il y a exactement 90 ans depuis que l'aéroport d'Endolo recevait son tout premier vol international assurant la liaison Bruxelles-Léopoldville. Mais à l'heure actuelle, qu'est devenu cet aéroport qui a reçu cet exploit historique de l'aéronautique civile congolaise? En religion, les chrétiens catholiques commémorent la mort de Jésus-Christ à travers le Vendredi Saint. Dans toutes les paroisses, les chrétiens participent au chemin de croix en parcourant les 14 stations symbolisant la passion de Jésus avant de procéder à la vénération de la Sainte Croix.